Yeah! Wow, devant public. Ça, Devant public. C'est une belle grande première. Oui, effectivement. Donc, sans plus attendre, aujourd'hui, pour cet épisode bien spécial qui amorce la saison 5 du balado Les idées radicules, on est en présence de Simon-Pierre Savard-Tremblay et de Joël Leblond. Merci énormément d'avoir accepté l'invitation, d'être avec nous aujourd'hui dans ce décor bucolique et fantastique. Ben oui, parce que là, on est avec un beau public, c'est ça qu'on vient de dire, mais pour les gens qui vont nous écouter peut-être plus tard, dans une autre journée, en avant-midi, en après-midi, on le sait pas. On est au Gîte des Oies, à la ferme de Safia Barou, un super beau lieu. Ça se peut même que vous entendiez les oies derrière pendant l'enregistrement, parce que oui, les oies sont juste à côté de nous. On voit même des coqs qui se promènent. Fait que super bel endroit. Merci à Safia de nous accueillir. Puis merci encore une fois à tous, le public, d'être ici avec nous. C'est vraiment un plaisir de pouvoir jaser de l'agriculture avec un public devant nous. Ça nous rend vraiment heureux de voir tout ce beau monde devant nous. Donc, sans plus attendre, aujourd'hui, on a deux beaux invités. Bien habillé, charmant. Donc, merci. Pour commencer, j'aimerais ça, avec toi, Simon-Pierre. Oui. Voudrais-tu, premièrement, te présenter, qu'est-ce que tu fais, t'es qui, puis pourquoi t'as accepté aujourd'hui de venir nous jaser? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Vous nous remerciez d'avoir accepté. Merci d'abord de nous avoir invités. Puis, moi, c'est Simon-Pierre Savard-Tremblay. Je représente la circonscription. Nous sommes en ce moment, depuis 2019, donc à Ottawa, un comté qu'on appelle Saint-Hyacinthe-Bagotte, qui va changer de nom à la prochaine élection, qui va devenir Saint-Hyacinthe-Bagotte-Acton, parce que je voulais que la région soit représentée, y compris dans le nom de la circonscription. Nice. Donc, puis précisons, on est dans le canton de Roxton. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. OK. Faut pas confondre. Il y a Roxton Falls, il y a le canton, même si souvent les GPS disent qu'on est dans Roxton Falls présentement. OK. Mais je vous dirais que c'est toujours un plaisir de pouvoir venir parler des questions environnementales, des questions d'agriculture, et puis d'être... venir au Gîte des Oies est toujours un bon prétexte. Yes. Oui. Merci. Puis, pour toi, Joël? Moi, Joël Leblond, je suis à la Ville de Québec. Fait qu'à la Ville de Québec, on fait beaucoup de programmes de développement durable, mais là où on se rejoint avec un balado comme Les idées radicules, c'est au niveau de la biométhanisation. On a commencé à faire de la biométhanisation depuis 1 an et demi. Donc, on valorise toute la matière organique qui est produite sur le territoire de la Ville de Québec en agriculture. À la fin du procédé, on la valorise en agriculture. Fait que c'est là qu'il y a notre filon là, pour s'insérer ici. Fait que nous autres, ça fait toujours plaisir de parler de nos projets, tout ça, avec des gens qui ont des bonnes idées. Puis, Yes. Voilà. Cool. Justement, je pense que là, tu as commencé un peu à aborder la question. Là, dans le fond, tu nous parles de biométhanisation pour la Ville de Québec. Veux-tu un peu nous expliquer c'est quoi ce projet-là? Il arrive de où un peu sa genèse? Puis... Ouais. Je vais juste prendre la balle au bon avant de toute chose parce que pour que tout le monde le sujet soit clair, hein, on va parler de développement durable aujourd'hui. Fait que c'est un sujet qui multiples facettes. Donc oui, c'est ça. Donc le thème de la journée, biométhanisation, je pense que ça va concorder avec plusieurs objectifs du développement durable. Donc je te redonne, je te renvoie la passe. C'est toujours bon de nommer la thématique. Hein. Effectivement. Okay. Donc, nous autres, on part quand même de très large. Hein. La Ville de Québec a une stratégie de développement durable, un peu comme plusieurs grandes villes ont. On a aussi un plan de transition d'action climatique, un plan de gestion de matières résiduelles. Fait il y a toutes sortes de plans qui convergent que finalement, on a toutes ces planifications-là stratégiques finissent par avoir des infrastructures puis des actions concrètes finalement au bout de la ligne. Donc, nous, comment ça fonctionne à Québec? Pour vous donner une idée, on a 2 grosses usines. Un complexe de valorisation énergétique qui est un incinérateur à déchets où on reçoit tous les déchets de la ville et où on reçoit maintenant les résidus alimentaires aussi. Puis on a une usine de biométhanisation qui est à 1,7 km, puis les deux sont connectés par une conduite souterraine de sorte que l'incinérateur achemine tous les résidus alimentaires à l'usine de biométhanisation. En face de là, il y a aussi une station de traitement d'eau qui produit forcément des biosolides, là, tous les résidus de l'épuration d'eau usée, qui est pompé vers l'usine de biométhanisation aussi. Puis comment qu'on collecte les résidus alimentaires de toute la région?
principalement la Ville de Québec, mais plusieurs municipalités voisines aussi, c'est qu'on a mis en place une collecte là, qui est un peu différente de ce qu'il y a dans Montérégie. Là. On a des sacs mauves. Ben, je les ai amenés. Oui. Derrière vous autres. Mais sans, c'est là, parce qu'on va avoir la chance d'y revenir. Je veux pas trop te stopper non plus dans ton élan, mais ça serait, tu sais, on sait. Voilà. Yes. Ça va être prêt. On le garde là en attendant. Reste chaud, Joël. On arrive avec ça. Mais c'est ça, dans le fond, tu sais, là, comme tu as dit, dans le fond, là, vous avez un système particulier, justement, d'acheminement au niveau de la collecte. Mon mec n'a pas pu s'empêcher. En bon grand distrait, là, tout de suite, les petits sacs. mais dans le fond, c'est ça. Qu'est-ce qui a mené aussi à cette stratégie-là? Puis comment vous l'avez mis en place? Mais en fait, qu'est-ce qui a mené à ça? Y a-tu comme eu un événement particulier qui a fait, OK, là, on doit mettre en place une nouvelle stratégie? Oui, bien, effectivement. Dans le fond, toutes les municipalités, autour de 2011-2012, il y a eu un programme qui disait on va bannir de l'enfouissement toutes les matières organiques. C'était piloté par le ministère de l'Environnement. Recyc Québec faisait des démarches aussi pour amener les villes vers ça, vers un bannissement des matières organiques en dehors des lieux d'élimination à partir de 2020. Fait que là, il y avait une pression pour sortir les matières organiques justement des lieux d'enfouissement. Il y a eu un programme de financement aussi qui est sorti. Donc nous, avec le programme de financement du PTMOBC, là, en tout cas, du ministère de l'Environnement, bien, on a créé l'usine de biométhanisation puis qui permet plusieurs années plus tard là, d'être pleinement en opération. Là, voilà. Fait que l'idée, c'est ça. C'est vraiment de dire faut arrêter d'éliminer de la matière organique parce que ça a un potentiel puis c'est polluant quelque part quand c'est éliminé dans des lieux d'enfouissement. Ben oui, c'est ça, parce qu'on le sait, parce que moi j'en ai déjà entendu parler, quand on amène des matières organiques dans des lieux d'enfouissement, ce qui se dégage, c'est de la dégradation en anaérobie de ces matières organiques-là, ça dégage du méthane. Exact. Et puis crée aussi un bon vieux jus liquide qu'on appelle le lexivia, je pense, qui est très contaminant pour les sols. Donc, bonne raison d'éloigner les déchets organiques des poubelles. Exact. Mike a fait ses devoirs. Ouais. Mais finalement, ce qui est drôle, c'est parce que, tu sais, on le voit de plus en plus un peu partout. Les bacs à compost sont arrivés. Possiblement que vous en avez à la maison, des bacs bruns. Donc, c'est ce qu'on a vu en majorité. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu avant d'arriver à Québec le plus, les bacs bruns. Puis à Québec, mais finalement, comme tu le disais, vous êtes arrivé, au lieu d'avoir des bacs bruns, avec des sacs mauves. Ouais. Pourquoi? Ben, en fait, là, Québec, vous connaissez la ville de Québec. Il y a une partie de la ville de Québec qui est très dense en population, hein, toute la cité Limoilou, là, en Haute-Ville. Puis c'était vraiment un enjeu d'installer des bacs bruns puis de desservir la population avec des bacs bruns pour des questions d'espace, de logistique. Puis forcément, ça implique beaucoup de transport aussi. Ça implique de mettre une collecte supplémentaire, plus de camions, puis tout ça. Fait que dans un territoire densément peuplé, on s'était posé la question, est-ce que des bacs bruns, c'est la meilleure façon de faire? Fait qu'on a travaillé avec, entre autres, on a fait plusieurs scénarios. On a travaillé avec l'Université du Québec à Chicoutimi, avec Claude Villeneuve, qui avait fait une analyse de cycle de vie sur est-ce qu'on serait mieux de créer un site de compostage à l'extérieur du centre-ville ou on serait mieux de faire une co-collecte des déchets en même temps que les bacs bruns ou les sacs mauves dans notre cas, là, dans des résidus alimentaires, qui ferait qu'on ferait moins de millage avec les résidus. On concentrerait ça à notre incinérateur puis, qui est tout près du centre-ville. Puis finalement, dans l'analyse de cycle de vie, ce qui est sorti, c'est que c'était la solution avantageuse pour l'environnemental. C'est le fun parce que, comme tu disais aussi un peu en pré-entrevue, pour vrai, ça semble contre-intuitif à la base de dire, ben là, on génère, on a comme des sacs en plastique de plus pour gérer, dans le fond, les matières, les biomatières, mettons. Je ne sais pas si ça serait un terme exact, là, mais on se comprend. Mais finalement, au final, c'est plus efficace au niveau énergétique en termes de transport. C'est ça. C'est sûr que c'est moins poétique. Hein? C'est des gros complexes industriels, des sacs de plastique, tout ça. Mais quand on est dans un centre-ville, dans une ville densément peuplée, ben, il y a une efficacité à le faire de cette façon-là. Fait que c'est vers ça que c'est allé. Puis d'ailleurs, là, on travaille beaucoup à développer plein de projets pour recycler les sacs de plastique. Okay. Puis il faut dire aussi, les sacs de plastique, un bac brun là, de 240 litres là, qui est utilisé ou qui est peu utilisé, ben, ça demeure du plastique aussi. Il n'y a rien, il n'y a aucun système parfait, finalement. Ben oui, absolument. C'est vraiment intéressant, c'est super pertinent.
Puis c'est sûr qu'après ça, là, vient plusieurs questions. Là, on parle de oui, plus de plastique, mais le plastique est peut-être plus justement durable quand on a des plastiques rigides, solides, qu'on sait qu'il peut durer bon nombre d'années. Fait que, il y a plusieurs questionnements qui en viennent des fois à se poser par rapport à ce genre de questions-là. Puis là, j'ai envie d'envoyer la passe... Ben oui, à Simon-Pierre, en fait. Simon-Pierre, parce que là, on parle au niveau municipal aussi beaucoup, mais là, Simon-Pierre, tu as quand même un point de vue particulier aussi qui est peut-être un peu plus global même de la vision du développement durable. Des fois plus critique aussi. Fait que, on a envie de voir, sans faire de jugement, mais d'avoir un peu, le revers de la médaille, si on veut, de ton point de vue. Des fois, quand on parle de développement durable, ben... Il y a des côtés qui sont peut-être moins si jolis que ça. Ouais, moins reluisants, mettons, ou qui ont un côté, une part d'ombre, on pourrait dire. C'est-à-dire que je pense que c'est un concept qu'il faut prendre avec des pincettes puis avec une saine prudence. Pour commencer, de quoi parle-t-on? Dans les années 80, c'est là que le terme était apparu. On parle de développement durable ou développement soutenable. Ouais. C'est arrivé au niveau de la Commission mondiale pour l'environnement et le développement, qui était présidée par un nommé Gro Harlem Brundtland. Le rapport en 1988, qu'on appelle le rapport Brundtland, je ne sais pas si je l'ai prononcé comme ça, mais les chances qu'il nous écoute, s'il est encore de ce monde, sont assez minces, donc il m'en voudra pas. Mais donc, c'est depuis ce temps-là que les mots sont connus. Puis la définition, c'est textuellement, puis je peux même vous le dire, c'était à la page 51, pour ceux que ça intéresse. Yes. Ça dit « Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. » Bon, ça, en soi, évidemment, on est tous pour la vertu. Ben oui. Personne n'est contre la tarte au sucre, surtout pas avec la crème glacée. La question n'est pas là. Mais il faut savoir que c'est venu remplacer un autre concept qui était en vigueur avant, qu'on appelait l'éco-développement. Okay. L'éco-développement, c'était... parce que l'intérêt pour les questions environnementales, évidemment, la crise était sûrement moins connue qu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que c'est évident qu'il faut agir avec urgence, mais l'intérêt pour les questions, ça remonte aux années 60, puis il y avait des travaux d'un groupe qu'on appelait le Club de Rome, qui avait sorti en 1972 un rapport puis qui disait qu'il faut mettre des limites à la croissance économique en elle-même. Donc, autrement dit, qu'on peut pas... C'est un petit peu un présupposé qui est différent du développement durable, qui dit croissance sans fin tant qu'on met un vernis vert là-dessus. Ouais. Donc là-dessus, on n'est pas là. Mais aussi, en 1972, il y a eu la Conférence des Nations unies sur l'environnement qui était à Stockholm, puis qui a lancé cette idée d'éco-développement où on invitait les pays en développement, donc les pays qu'on dit plus pauvres, là, pour le dire ainsi, à explorer d'autres modes de croissance que ceux des pays du Nord, donc des pays riches, des pays développés. Puis il y avait toutes sortes de principes là, d'équité, de minimisation des atteintes au système naturel, de respect des cultures aussi, parce qu'on disait à chaque pays, vous n'êtes pas obligé d'imiter les modèles américains, les modèles japonais, tout ça. Vous pouvez prendre des choses qui sont enracinées dans votre réalité à vous autres. Puis il y avait aussi des notions d'autonomie des décisions de ces pays-là, d'émergence des modes de développement alternatifs qui étaient propres aux réalités de chaque pays. La prise en charge équitable aussi des besoins qui étaient essentiels de chacun, que ce soit matériel ou immatériel. Donc, la prudence écologique dans une optique de recherche de l'harmonie avec la nature. Sauf que cet éco-développement-là, c'était jugé trop radical. C'était jugé trop radical, puis ça a été marginalisé, donc, par la suite, au profit de l'idée de développement durable. Puis le développement durable, à l'inverse, ça distingue pas, si on peut dire, le capital physique du capital naturel. OK. Puis ça va venir présupposer, finalement, que le capital naturel, il peut être illimité. Puis c'est là-dessus, peut-être qu'il y a un problème. La croissance, ça peut être une bonne condition pour le développement, bien sûr, mais ça peut pas être la seule. Ça ne peut pas que reposer là-dessus. Puis... même quand on regarde aujourd'hui, comment évalue-t-on la richesse même d'une nation? On utilise encore le produit intérieur brut. Mais le produit intérieur brut, ça veut dire que si je m'en vais là, je sors, je m'en vais dans l'enclos des oies, que j'arrive avec un beau gros tonneau de déchets toxiques, puis que je verse ça, j'ai augmenté le produit intérieur brut. Est-ce que ça veut dire que j'ai amélioré la richesse de notre communauté ici? Je l'ai augmenté parce que j'ai créé une activité marchande. Il va y avoir des employés qui vont venir s'occuper de ça. Il va y avoir toute une chaîne qui va se déployer là-dessus. Mais est-ce que je suis venu aider la richesse effective de ce pays-là? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Oui, c'est ça. C'est une question intéressante. Puis, tu sais, même, je pense, à un certain niveau, est-ce que aussi, c'est ça, tu sais, le concept en soi est comme vraiment incroyablement intéressant. Est-ce que, par exemple, à certains niveaux aussi, il y avait comme
comment on pourrait dire, une limite à ce mode-là de pensée. Tu sais, je pense, mettons, particulièrement à des pays en développement où au final, on est comme, imitez pas ce qui se fait pour atteindre une certaine croissance, mais en même temps, c'est un modus operandi qui existe parce qu'il a fait ses preuves à tort comme à raison. Ouais, c'est pour ça que ça n'a pas duré très longtemps, cette idée d'éco-développement-là. À partir de ce qu'on appelle la mondialisation des années 90, là, il y a un seul modèle qui était jugé bon, qu'il fallait appliquer partout. Puis même les organismes internationaux, les Fonds monétaires internationaux, les banques mondiales de ce monde allaient prêter de l'argent à ces pays-là à condition qu'ils fassent ce qu'ils appelaient des réformes structurelles, des ajustements structurels. Donc, qui adoptent vraiment le modèle occidental, cette forme de capitalisme-là qui était en train de se déployer à l'époque. Okay. Puis c'est même aussi à ce moment-là, puis quelque chose qui est important, c'est qu'au début du libre-échange, après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'accord général sur les tarifs et le commerce, le GATT qu'on appelle, le GATT, on disait l'agriculture, touchez pas à ça, mettez pas ça là-dedans. Ça ne peut pas être traité comme du commerce à part entière. Ça peut pas être traité comme un bien commercial. C'est l'alimentation, c'est trop important, il faut que ça ait un traitement spécial. Or, à partir des années 90, de la création de l'Organisation mondiale du commerce en 95, là, l'agriculture devient un bien marchandisable à part entière. C'est vraiment intéressant. T'allais rebondir, je pense, sur ça. Oui, c'est sûr que j'avais envie de rebondir parce que finalement, tu sais, quand on parle de développement durable puis de la nouvelle mouture de tout ça qui a remplacé l'éco-développement, tu sais, moi, je l'ai devant moi, je vous le montre au public, vous n'allez pas voir grand-chose, mais tu sais, l'ONU est arrivée avec des objectifs. Hein. Le développement durable, c'est pas juste un mot, une balise où on allait mettre n'importe quoi. Il y a 17 objectifs qui sont considérés comme faisant partie du développement durable, puis tu sais, là-dedans, justement, tu sais, il y a objectif numéro 2, zéro faim. Après ça, on parle, mettons, objectif 14, de respecter la vie aquatique. Numéro 15, respecter la vie terrestre. Tu sais, il y a plusieurs objectifs comme ça, finalement, qui font partie du développement durable. On peut n'y répondre qu'à un seul et puis se targuer de faire du développement durable. C'est ce qui est, je pense, des fois problématique de quand on parle de développement durable, c'est que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en considération, puis finalement, on oublie peut-être tous ces 17 objectifs-là, en trouver un, tu sais, puis ça peut être tout simple que, tu sais, il y en a un, justement, là, quand on parlait de croissance, le 8e objectif est travail décent et croissance économique. Donc, tu sais, qu'est-ce que le travail décent? Qu'est-ce que la croissance économique aujourd'hui? Ça peut facilement tomber dans un objectif de développement durable. Puis après ça, pouvoir faire du beau marketing puis dire qu'on fait du développement durable parce qu'on fait de la croissance, parce qu'on offre des bons salaires à des employés. Tu sais, c'est des... Oui, tu sais, c'est vraiment intéressant. J'imagine que même aussi, à un certain point, tu sais, il y a des entreprises qui, au final, mettent vraiment de l'avant plusieurs des objectifs qui sont mis là-dedans, puis pourraient peut-être même avoir une conjoncture avec des notions d'éco-développement, tu sais, où qu'au final, il y a une capacité à pouvoir mettre en œuvre vraiment des conditions de travail qui sont décentes, qui ont une équité aussi, parce que c'est ça, dans la liste ici des objectifs, il y a le développement durable aussi, même qualifié en termes humains, tu sais, des conditions qui sont offertes, de l'équité et de la parité entre les sexes. Fait que, tu sais, je pense que, justement, il y a une conjoncture possible. Peut-être qu'à ce niveau-là aussi, est-ce qu'il y a vraiment une instance qui régit ça, qui évalue comment on pourrait dire, quantifie les atteintes de ces objectifs-là? Je pense que, de ce que je comprends, oui, il y a des stratégies qui sont mises en place. L'ONU, justement, a mis un guide par rapport à ça. Toi, justement, Simon-Pierre, est-ce que tu as eu la chance de constater des entreprises, que ce soit en sol canadien ou même à l'international, qui arrivaient à opérer puis à intégrer des pratiques, justement, qui étaient comme vraiment valeureuses puis dignes de mention, justement, à ce niveau-là? T'sais. Il y en a des progrès, puis il y a différentes certifications environnementales qui existent aussi. Là, OK, ouais. Puis il y a des progrès dans plusieurs domaines, ça c'est clair. Puis je pense qu'un des chantiers, là on s'éloigne peut-être un peu de l'agriculture, mais par exemple la fameuse électrification qui est en cours, c'est une solution, c'est une bonne manière de faire. Mais attention à ce qu'on appelle aussi le greenwashing, c'est-à-dire aller essayer de mettre une espèce de vernis vert, alors qu'au final, structurellement parlant, les pratiques en viennent quand même à épuiser davantage la planète qui en est, qui est dans, comme on dit, la croissance infinie dans un monde fini, là, comme on le dit. Là. Puis attention à ça. Comme pour prendre encore ce parallèle-là, je dirais, pour illustrer mon propos, je dirais,
il faut avoir des voitures électriques, il faut avoir des véhicules électriques, mais il faut quand même moins de véhicules aussi sur les routes. Donc, il faut y aller dans les deux sens. Ouais. Puis je l'utilise un petit peu comme symbolique du propos général, en fait, à avoir par rapport à ça. Mais j'ai parlé, il m'est arrivé à un moment donné avec j'étais au Cambodge pour le sommet des nations d'Asie du Sud-Est. Puis une des pratiques agricoles les plus féroces dans le monde, c'est en Indonésie, c'est l'exploitation de l'huile de palme. Alors là-bas, c'est des seigneurs de guerre, c'est extrêmement polluant. Ils détruisent littéralement les forêts là-bas, en plus d'être très guerriers, d'être des jeux de pouvoir extrêmement dangereux. Mais là, ils m'ont dit, ouais, mais ça, c'était il y a 10 ans, on était à la veille d'avoir la certification environnementale sur l'huile de palme. J'ai dit, je le créerai quand je le verrai, pour le dire en bon québécois. Ouais, ben, tu sais, puis je pense qu'à un certain point, tu sais, c'est correct, puis même, je pense que c'est souhaitable de garder un scepticisme sain, tu sais, par rapport à ce qu'on voit, puis qu'on puisse, après ça, quand même être capable d'analyser factuellement là où des entreprises puis des initiatives arrivent à faire des preuves puis à démontrer que vraiment, il y a des accomplissements qui sont faits en la matière de développement durable ou soutenable. Un défi, c'est pour ça que la recherche scientifique est fondamentale là-dedans. Ouais, clairement. Ouais. Puis, un défi, moi, je trouve, par rapport au développement durable, là, vu que c'est le thème, c'est de dire, tu sais, on est porté à entendre une mesure environnementale, puis là, une entreprise qui dit, ben moi, je fais du développement durable, regarde, je recycle mon plastique, ou je fais... Mais c'est un volet, hein, parce qu'au début, quand on parlait vraiment de développement durable, avec la définition et tout ça, il y avait toujours les 3 sphères qui étaient présentées, hein. Il y avait l'environnement, le social, puis l'économie, puis il y a le développement aussi. Fait qu'à un moment donné, c'est les entreprises, les villes, les fermes, peu importe, tout le monde a envie de se développer, tout le monde a envie de croître. Puis c'est ça qui est le défi, c'est comment tu réponds à ce besoin-là, puis à cette envie-là de tout le monde de grandir puis de croître, mais en ayant des pratiques environnementales, des pratiques sociales, etc., qui sont toutes cohérentes. Puis moi, tu sais, tantôt, ici, là, quand on arrive ici, on est en Montérégie, il y a les oies à côté, il y a des arbres, tu sais, c'est un environnement que tu te sens bien, tu sais. Forcément, quand tu arrives ici avec le soleil, les gens, la chaleur, tu te sens bien. Mais l'entreprise ici a envie de croître. Puis en ville, tu peux avoir envie de grossir ta ville aussi, de densifier les gens, d'amener plus de gens. Fait que, tu sais, nous autres, c'est un peu ça le défi, c'est d'amener... Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien dans un endroit qui est pas très dense, qui est en pleine nature? Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien? Puis comment tu peux amener cet élément-là en pleine ville? Ou dans un contexte où tu es à quelque part que ça se développe. Puis là, il y a tout un défi. Fait que là, c'est d'amener, tu sais, ici, les arbres font qu'on se sent bien, mais là, tu amènes des rues conviviales avec des arbres au centre-ville, de la proximité des gens, des espaces de partage. Tu sais, ici, c'est une des composantes, tu sais, quand tu te sens en sécurité. Hein. Les gens qui sont ici sont en sécurité. Fait que tu sais, ça dépasse beaucoup de dire on fait de la récupération, puis c'est ça le développement durable. Tu sais. Ben absolument, je comprends donc, puis c'est des bons points que tu amènes, puis mais me vient quand même, tu sais, certaines questions par rapport à ce que vous faites, c'est-à-dire, tu sais, justement, si on se dit que c'est vraiment cool, on est capable de diminuer l'impact qu'a nos déchets. Est-ce que si on commence à réduire notre quantité de déchets, est-ce que ça va venir nuire à votre entreprise? Ouais, c'est un bon point. Hein, ouais. Est-ce que ce que vous souhaitez, dans le fond, pour faire fonctionner l'entreprise, c'est qu'il y ait plus de déchets? Tu sais, comment vous vous situez par rapport, mettons, à cette idée-là de votre ressource pour votre entreprise, c'est les déchets, tu sais? Oui, bon point. Nous autres, pour le cas particulier de Québec, on a deux intrants, on a des résidus alimentaires, puis on a les bouts de la station d'épuration d'eau usée. Les bouts de la station d'épuration des eaux usées, même si on fait beaucoup de sensibilisation, ça bougera pas beaucoup dans le temps. Là. On ne limite pas la quantité de... Tu peux pas dire on va réduire le gaspillage. On a cette constance-là qui va rester. Les résidus alimentaires, honnêtement, ce serait un beau problème que ça diminue. Nous, je veux dire, étant une installation municipale, on n'aura pas moins de revenus ou quoi que ce soit si ça diminue. Là. Nous autres, l'usine de biométhanisation, c'est un service à la population. Hein. C'est comme qu'est-ce que vous allez faire si un moment donné, il y a moins de neige? On va déneiger moins, tu sais. Ça va être ça, là, tu sais. Fait que non, c'est pas un défi. Puis, tu sais, au contraire, dans le temps,
tant mieux si les gens sont plus sensibles à réduire leurs résidus alimentaires ou à faire du compostage d'arrière-cour ou peu importe. Là, ça peut être ça aussi, là, puis ça sera juste un cycle plus court. Non, mais nous, c'est qu'il va falloir être attentif à aller chercher d'autres matières qui, en ce moment, nous échappent un peu avec la collecte municipale, mais d'être un petit peu créatif, de dire, ben on a-tu des usines qui fabriquent des usines agroalimentaires qui fabriquent, je sais pas, des résidus des sous-produits, de biscuits, de bière, de peu importe quoi, là, mais qu'on pourrait amener dans nos installations pour maximiser le... Puis, j'ajouterais, si vous me permettez, là-dessus, par rapport à la question initiale de est-ce qu'il y a des entreprises qui pourraient dire est-ce que c'est des pertes pour moi, finalement, d'être éco-responsable? Ouais. Mais je dirais que ce n'est pas... Il n'y a personne qui a à être jugé pour responsable de vivre avec les moyens du bord. C'est-à-dire que puis c'est le cas des agriculteurs que souvent on traite à tort comme un milieu de pollueurs, ce que c'est pas le cas, parce qu'il y a bien des gens qui sont passionnés par leurs produits, pour des produits frais, qui vont toujours être de meilleure qualité que les OGM en tout point. C'est bien les agriculteurs. Puis s'il y a bien des gens aussi qui sont les principales victimes des changements climatiques, c'est les agriculteurs. Donc moi, je n'admets pas ça qu'on les traite comme un milieu de pollueurs, mais c'est à nous d'offrir l'alternative. Par exemple, on parle d'éliminer petit à petit les pesticides, par exemple. Bon. C'est à nous d'offrir les moyens de la transition. Ouais. C'est à nous d'offrir l'alternative. Parce qu'évidemment, eux vont nous dire « Je veux bien, mais je fais quoi maintenant? » Je le produit. Ben oui. Donc, évidemment, quand je dis « nous », c'est collectivement, puis la classe politique, puis la recherche scientifique, puis tout ça. Il faut les penser, ces alternatives-là. Ben oui, absolument. Ouais, c'est un bon point, effectivement, qu'il y a une responsabilité collective qui sort même de la main soit des agriculteurs ou, dans certains cas, des entreprises aussi en soi, je pense qu'il y a une prise en charge qui doit être faite autant, comme tu l'as dit, par une classe politique, par une mouvance populaire aussi, qui décide de faire certains choix, que ce soit dans le type de produit acheté, puis que ça soit pas juste des éléments individuels qui essayent d'opérer en silo, mais justement, juste pour rebondir un peu, puis revenir avec toi, Joël, parce que là, vous, au final, cette démarche-là a été encouragée visiblement par le politique aussi. Il y a eu des mesures de financement qui ont été mises en œuvre, dans le fond, pour l'ouverture et la création de ce centre-là de biométhanisation. Mais j'aimerais ça comprendre un peu, parce que là, on parlait du procédé de l'incinérateur. Mais là, le reste, qu'est-ce qui se passe, tu dis, avec justement tout ce qui est les autres types de résidus là, que vous produisez? La matière tu veux dire les autres... Les matières organiques. Les matières organiques comme telles. Là. Ben, nous, dans le fond, les résidus alimentaires arrivent à l'usine. Ils ont été chauffés à l'incinérateur. Ils arrivent à l'usine de biométhanisation avec les bouts de la station de traitement d'eau. Ils vont passer 2 jours dans un hydrolyseur, fait que c'est un premier, deux premiers réservoirs. Ensuite, ils vont passer environ 13 jours là, dans les digesteurs, 12-13 jours, pour un total de 15 jours. Fait que pendant 15 jours, ils vont être maintenus à une température d'à peu près 57 degrés. Fait que la matière, elle va beaucoup se dégrader. Puis là, c'est liquide, cette partie-là. Ouais. Fait que c'est une espèce de gros là, smoothie là, de matière qui est chauffé pendant un certain temps. Ouais. Fait que nous autres, ce bout-là, ce que ça nous permet d'être en anaérobie, c'est qu'on produit du méthane. Fait que quand on disait le méthane, quand c'est enfoui, c'est le même méthane qui se produit, c'est juste que c'est beaucoup plus dur de le capter, hein, parce que là, t'es pas dans un processus contrôlé, tout ça. Fait que nous, dans le fond, c'est que là, on concentre, on s'assure de la stabilité biologique du système, mais c'est pas mal, la nature est bien faite, là, ça se gère beaucoup, il y a une grosse partie qui part tout seul. Nous, on a travaillé avec l'usine de Rivière-du-Loup pour commencer, fait qu'on est allé chercher un peu on appelait ça de l'inoculum, là. On est allé chercher leurs bactéries, on a mis ça dans nos réservoirs, on a rajouté les résidus alimentaires, comme quelqu'un qui fait du yogourt, là. Tu pars d'une batch qui existe déjà, puis là, tu augmentes comme ça. Fait que c'est comme ça qu'on a travaillé. Puis au final, après le 15 jours, ben, les résidus alimentaires puis les biosolides sont rendus très dégradés. Fait que nous, mais c'est encore très liquide, c'est à peu près à 7% de solide là, dans le smoothie. Fait qu'on passe ça dans des presses, on va monter ça à 30 quelques pourcents, 37% à peu près. Fait que là, ça a une apparence de terreau là, quand ça sort. Une apparence de...
Pas l'odeur du terreau. Ça n'a pas l'odeur. C'est ça. J'en avais amené une petite bâche. Je pourrais vous le faire circuler tantôt, mais là, je l'ai laissé un petit peu à Peut-être côté, que c'est là. une bonne idée, je sais pas, mais on pourra quand même le tester pour le fun. C'est ça. Fait qu'au final, c'est un produit qui est quand même encore actif biologiquement. C'est pas du compost. C'est du digestat de biométhanisation. Ça a une bonne valeur fertilisante parce qu'on peut amener ça en champ. Ouais. C'est très riche en phosphore, entre autres. Fait que nous, on envoie ça dans des grandes cultures. On travaille avec des distributeurs qui trouvent des producteurs qui en ont besoin. Puis on va épandre ça là, en champ. C'est super normé. On est suivi par le ministère de l'Environnement. Faut dire à l'avance où on l'amène. On a une période définie pour l'épandre. On pourrait pas juste stocker ça dans le fond d'un champ pendant une période. Là. Ouais. Fait que nous, toutes les matières, on les suit. On sait où notre digestat est dans l'espace. C'est suivi dans le temps aussi. C'est un peu pour ça aussi que je voulais aller là avec toi. Puis je trouvais que ça faisait peut-être un peu le pont avec ce que tu nous disais, Simon-Pierre, en termes de justement... Là, on n'est pas dans les pesticides, évidemment. Là, on est dans les matières fertilisantes, qui est comme un tout autre sujet, un tout autre enjeu. Mais justement, là, tu nous parlais du fait qu'au final, ça, c'est uniquement applicable en grande culture. Donc, il n'y a pas de possibilité que ça soit certifié puis que ça puisse être utilisé dans le bio. Ben, c'est parce que c'est encore actif. Hein. Il y a encore la façon de faire pour que ça soit utilisable dans des cultures là, comestibles, si on veut, là, c'est qu'il faudrait une étape de maturation supplémentaire, comme il y a dans le compost. En 15 jours, le matériel il est encore pas mal actif. Mm-hmm. Fait que on y réfléchit, on travaille avec l'Université Laval là-dessus, avec l'INRS. On a donné beaucoup de mandats à des gens qui ont des bonnes idées pour développer un procédé. Nous autres, dans un monde idéal, c'est qu'on aimerait ça trouver une façon à l'échelle industrielle de faire maturer le produit. Puis là, on pourrait l'utiliser comme intrant à du terreau tout usage. Fait que finalement, comme un peu comme une base là, de terreau, comme un peu la farine dans un muffin, là, ça serait comme l'ingrédient de base auquel tu ajoutes ce qui te manque comme matière azotée ou potassium, etc., pour créer quelque chose qui a un bon équilibre. Puis là, il pourrait être utilisé. Mais ce bout-là, il est complexe. C'est pas simple. C'est qu'une étape de maturation en soi. C'est pas nécessairement relié à certains produits ou certaines composantes encore présentes dans le digestat qui rentreraient peut-être en conflit avec une alimentation. Dans ce cas-là, au niveau de l'alimentation humaine, je présume qu'il y a probablement des tests supplémentaires, là, mais au niveau de l'utilisation comme intrant à des terreaux tout usage, nous autres, on avait regardé toute la liste de critères à atteindre. Puis c'était vraiment la stabilité biologique. Là. C'est que finalement, il y a encore beaucoup d'activités. C'est une mesure, tu prends ton digestat, puis tu le mets dans un bocal, puis tu calcules la quantité d'oxygène qu'il consomme, puis la quantité de CO2 qu'il émet. Puis idéalement, il faut que ça en consomme très, très peu. Là. Ça, c'est le signe que c'est stabilisé. Là, en fait, si on emballait ça dans un sac, là, le sac, il risquerait d'être gonflé. Là. Ouais, okay. Ça serait un peu ça. Là. C'est vraiment c'est passionnant. On aurait envie de pouvoir en jaser longtemps. Malheureusement, 30 minutes, ça passe très, très vite. On est déjà à la fin. Ça passe, effectivement, comme Mike l'a dit, ça passe tellement vite. C'est vraiment un plaisir de vous avoir. C'est une discussion qu'on aimerait pouvoir continuer plus longtemps. Mais malheureusement, on est à la fin. On a un autre panel qui va continuer avec une autre équipe. Mais tout de même, en finissant cet épisode, encore une fois, merci au public, mais merci beaucoup à notre partenaire vraiment de notre 5e saison qu'on commence donc aujourd'hui avec cet épisode. Yes. Le groupe Tessier, partenaire officiel, encore une fois, saison 4, saison 5. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Yes. Puis très hâte à notre prochain panel. Donc, à tout le monde. Au revoir. Puis encore une fois, merci Simon-Pierre, Savard Tremblay. Merci d'avoir participé à l'épisode, d'avoir apporté ta vision, tes connaissances sur le développement durable. Merci aussi à toi, Joël Leblond. C'était vraiment un plaisir. Il y a eu tellement d'autres affaires à dire. Peut-être c'est ça, peut-être pour un part 2. Merci, gang. Merci au public. Yes.